Le train va partir, et un père et son fils se disent au revoir. Le fils, un jeune explorateur, s'en va pour une expédition au cœur de la jungle amazonienne, dans des contrées encore inexplorées et dangereuses. Il est déterminé. Son périple, il le fera seul. Le père est inquiet. Avant d'embrasser son fils une dernière fois, il lui promet « Si tu n'es pas de retour dans 6 mois, j'irai te chercher. » Salut les Gibottes. Alors une fois n'est pas coutume, je vais garder un petit peu de mystère autour de votre nom du jour, mais je vous dirai simplement que c'est une bestiole qui vient de Guyane. D'ailleurs les Guyanais aujourd'hui, c'est votre jour puisque l'histoire que je vais vous raconter dans cette bulle se déroule... Melun. Non, pas du tout, t'as rien écouté putain. Ça se passe en Guyane. Mais bon, comme faut partager, il y en a aussi pour les Toulonnais. Car notre personnage, même nos deux personnages, puisqu'il y a le père et le fils, sont originaires de la bonne ville de Toulon. Et d'ailleurs, si à la fin cette vidéo vous a plu, il existe un documentaire que vous allez pouvoir regarder qui est hyper intéressant et qui se trouve sur ma propre plateforme poissonfécond.tv à propos d'un directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, du CNRS quoi, qui décida en 2015 de mener une expédition dans la jungle guyanaise afin de vérifier et de retracer plus précisément les anciennes frontières entre la France et le Brésil. Bref, c'est une expédition hors du commun et vous pourrez voir ça sur ma plateforme. Je précise aussi que vous trouverez plein d'autres documentaires sur des tas de sujets intéressants. Que ce soit la science, le futur ou même l'histoire. Bref, il y en a pour tout. D'ailleurs, je précise que la première semaine est offerte. Bref, on est reparti. Notre histoire du jour est peut-être la preuve que la réalité dépasse régulièrement la fiction. Tenez, imaginez qu'un jeune explorateur, tenace et borné comme pas deux, se décide à mener une expédition seul en Amazonie, à une époque où le globe renferme encore pas mal de secrets et de terres inexplorées. Ah ouais, parce qu'en 1950, Waze et Google Earth, c'était pas encore ça. Bref, imaginez encore qu'un tel explorateur se lance dans une pareille entreprise tout seul. Enfin, tout seul avec un chien. Là, déjà, ça peut sentir l'aventure, mais je poursuis. Imaginez encore que cet aventurier est disparu sans laisser de traces, à part son carnet de notes, dans lequel il relate l'intégralité de ses aventures. Les meilleurs moments, comme les pires. Là, s'ajoute à l'aventure une bonne dose de mystère. Mais ce n'est pas tout, puisque admettons encore que le père de cet explorateur disparu ait tout quitté du jour au lendemain pour écumer la jungle amazonienne pendant plus de 10 ans pour retrouver son fils. Ça pourrait sembler invraisemblable et pourtant, tout est vrai. Bref, comment une telle histoire s'est déroulée? Le fils a-t-il pu mener à bien son expédition? Est-il même réellement mort? Le père a-t-il pu retrouver son garçon? Et dans quel état? Bref, partons en quête de réponse aux côtés de Raymond et de Edgar Moffret. En 1949, un drôle d'oiseau débarque à Cayenne. Il s'appelle Raymond Moffret et il a 22 ans. Et il passe un peu pour un huluberlu. Alors certes, mais il ne cache pas qu'il a une idée un petit peu extravagante. Il veut traverser la jungle guyanaise jusqu'au mont Tumuc-Umac, à l'extrême sud de la Guyane. En soi, y parvenir est déjà un exploit. Mais Raymond ne compte pas s'arrêter là. La suite de son programme est de passer au Brésil, franchir les monts, puis descendre le fleuve Jari. Ensuite, il veut aller jusqu'à la ville de Belém, située dans la baie de Marajo, toujours au Brésil. Et ça fait quand même une trotte de plus de 700 km à faire à pied ou en pirogue. Ah ouais, sacré rando. Mais pourquoi il s'inflige ça, Raymond? Le but de son expédition, ce n'est pas de découvrir une nouvelle route commerciale ou autre. Non, il veut simplement réaliser un exploit, aller dans des endroits que personne ne connaît et rencontrer les mystérieux Indiens qui vivent dans ces contrées. D'ailleurs, certaines légendes disent que des Indiens vivant là sont blonds aux yeux bleus. Et Raymond a aussi prévu de prendre plein de notes pendant son voyage. Elles lui serviront, quand il sera rentré, de matière première pour l'écriture d'un authentique livre d'aventure qui deviendra, il l'espère, un best-seller. D'autant plus que toutes les personnes à qui Raymond parle de son projet sont unanimes. Non seulement il n'y arrivera pas, mais en plus, il y laissera sa peau. Autrement dit, c'est un aller simple, quoi. Bon, ceci dit, ça n'empêche pas le jeune homme de poursuivre son objectif. Parce que bon, après tout, l'aventure, il connaît. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que le jeune Raymond n'avait que 13 ans, il a tenté de fuir la France pour rejoindre l'Angleterre et s'engager dans la résistance. Il parvint à aller de Toulon à Dieppe, mais se blessa et dut retourner chez lui. Cela ne l'empêchera pas de rejoindre le maquis à 16 ans et de participer, aux côtés de son père, à la libération de Toulon. Ses actions lui ont d'ailleurs valu la Croix de guerre 39-40. Mais Raymond ne s'est pas arrêté là. Irrésistiblement attiré par l'aventure, il a déjà participé à une expédition au Brésil. Bon, après, il paraît qu'elle était un peu foireuse, mais il en est quand même revenu avec plein d'histoires notées dans un carnet. Malheureusement, personne n'a voulu éditer son récit. Ceci dit, il est quand même revenu de cette expédition avec une petite notoriété. Dans une interview, il parle un peu de ses motivations à toujours chercher l'aventure. L'exploration, c'est pour moi l'aventure de la pureté et de la solitude. J'ai horreur de la vie civilisée, horreur des gens qu'on y rencontre et des habitudes qu'on y prend. Je vais essayer de comprendre des hommes primitifs, vivre avec eux, retrouver les vieux instincts oubliés. J'ai mis ma persévérance à partir comme d'autres la mettent à rester bourgeois. L'aventure, c'est ce qui me définit. En
En 1949, après être resté quelque temps comme reporter à Cayenne, il saisit l'occasion de commencer son voyage et accompagne une mission géologique qui a prévu de remonter le fleuve Mana jusqu'à une ville appelée Sophie. Après, il faut dire que remonter les fleuves est le moyen le plus rapide de progresser dans la jungle épaisse et impraticable avec un véhicule. Mais attends, tu nous avais pas parlé d'un chien? Ah, ouais, c'est vrai, il y avait un cabot. D'ailleurs, j'allais l'oublier, il s'appelle Bobby, et c'est un bâtard que Raymond a trouvé à Cayenne un peu avant d'entamer son périple. Oh, mais il est trop mignon. Et Bobby est bien du voyage, et avec son maître, il remonte le fleuve en pirogue. D'ailleurs, cette remontée ne se fait pas sans danger, car il faut franchir de nombreux rapides. Mais bon, Raymond s'en sort avec brio et arrive au village de Sophie. Là-dessus, comme il n'a pas un rond, et qu'en Guyane, à cette époque, c'est l'or qui régit tout, il échange son revolver contre quelques grammes, histoire de s'acheter à manger et de poursuivre sa route, quoi. Et là-dessus, la légende raconte qu'il aurait perdu toutes les économies pour son expédition en jouant aux cartes avec d'anciens bagnards. Ah, je suis sûr qu'il était parfaitement serein. Pas vraiment. Et même s'il semblait absolument déterminé, aux yeux de tous ceux qui l'ont rencontré, il était en proie à de nombreux doutes intérieurs. En même temps, avec un voyage pareil, il risquait sa vie. Notre explorateur nous raconte d'ailleurs un épisode intéressant de son cheminement psychologique. Raymond vient de rencontrer un gendarme qui doit le mener à une tribu locale pour trouver une pirogue. Les deux hommes discutent un petit peu en chemin et le gendarme se rend compte que l'explorateur n'a pas l'heure dans son assiette. Et quand il lui fait la remarque, Raymond le rassure, mais dans son journal, il précise « C'est faux, mon moral est bas. Mais on me prendrait vraiment pour un fou si on savait que je pars avec appréhension. » Enfin, une fois de plus, la détermination et l'obstination prennent le pas sur les doutes et notre aventurier poursuit sa route sur une pirogue en très mauvais état. Et Bobby dans tout ça? Ah, t'inquiète pas, le chien il va bien. Il accompagne toujours son maître qui, lui, va toujours plus au sud, au cœur de la jungle. D'ailleurs, Bobby est plus qu'utile pour ce voyage car le moral de Raymond commence à être un petit peu entamé. Il se fait par exemple piquer les pieds par des vers macaques et pour vous dire, ce sont des sortes de... Non, du coup je vais pas vous en parler. Bah pourquoi? Tout simplement parce que c'est particulièrement dégueulasse. Personne n'a envie de voir ça. Bah si, moi ça me gêne pas. Bon, va voir de ton côté et puis reviens ensuite. Ok, à toutes. C'est ça, casse-toi. Bon, le seul truc qu'il faut retenir avec les vers macaques, du coup je vous mets une image quand même parce que je suis sympa. Superbe. Tant pis pour l'autre qui est parti. C'est qu'ils pondent leurs larves sous la peau et si ces larves ne sont pas extraites à temps, elles peuvent entraîner une infection similaire à la gangrène. Et alors le seul moyen de se soigner, c'est de s'amputer. Bon, du coup, je suis allé voir ce que c'était. Ah, et du coup, c'était comment? J'ai vomi. Ah bah tu vois, c'est dommage parce que nous, en plus, là, on l'a pas du tout montré, donc vraiment, la prochaine fois, tu m'écouteras, quoi. Bref, Raymond parvient à extraire les larves de vers macaques avant que ça ne devienne problématique. Mais malheureusement, la saison des pluies commence. Et la saison des pluies en Amérique du Sud, les Guyanais, vous nous confirmerez ça, c'est pas une partie de plaisir. Peut-être que Doc Seven, qui est aussi Guyanais, pourrait nous le confirmer. Salut Internet, comme tu le vois, je suis encore en Guyane. Et la saison des pluies, ça l'est encore moins dans la jungle. Les cours d'eau grossissent, le sol se change en boue, bref, c'est pas l'éclate pour Raymond, mais heureusement pour lui, il fait la connaissance de pêcheurs de la tribu Bosch, rien à voir avec les Allemands, et avec lesquels il poursuit sa route. À ce moment, il est toujours en pirogue, mais une autre épreuve l'attend. Ce qui l'amène aux fameuses guimottes. Vous savez, le nom de poiscaille que je vous ai donné aujourd'hui. Du coup, figurez-vous que ces guimottes, ce sont des anguilles vivants exactement dans les marais où se trouve notre aventurier. Elles sont électriques et peuvent tuer un humain en une seule décharge sans trop se fouler. La gymnote fait le mal par pure méchanceté. Et s'ajoute à ça une autre espèce sympathique, une variété de raies qui se cache dans la boue et pique quiconque la dérange avec un dard venimeux. Il y a vraiment des endroits sur Terre où la nature, elle dit clairement, ne viens pas. Tout à fait. Et pourtant, ce n'est pas assez pour Raymond. Il se sépare des pêcheurs parce que ces derniers proposent d'aller se ravitailler dans une réserve prévue à cet effet. En fait, c'est une sorte de point de stock de nourriture où on peut se servir. Il est où le problème? Comment dire, le problème c'est que Raymond, il veut se nourrir en chassant. Le gars, il veut vraiment l'aventure, quoi. Il veut pas utiliser les cheat codes. Il poursuit donc son périple à pied dans la forêt. Et Bobby, il est toujours là? Oui, bien sûr, le cabot est toujours là, t'inquiète pas. C'est d'ailleurs là que les vraies galères commencent. L'équipement que Raymond a emporté avec lui fait plus de 30 kilos. Si ce poids n'était pas un problème en pirogue, une fois à terre, Raymond est contraint de le porter lui-même. La charge étant trop lourde pour être portée en une fois, il divise le poids. Il emporte une partie de son équipement, le dépose, puis rebrousse chemin pour aller chercher le reste. Cette méthode, si elle lui permet d'emporter toutes ses affaires, augmente considérablement la longueur de son périple. Il abandonnera vite ce procédé, beaucoup trop épuisant, quitte à abandonner une partie de son matériel. S'ajoute à ça le fait que Raymond commence à devenir un peu fou. Chaque nuit, les couassements de grenouilles, les attaques de moustiques l'empêchent de dormir, ainsi que les cris des singes.
On peut le comprendre. Moi-même, personnellement, j'ai beaucoup de mal à fermer l'œil quand il y a des singes qui me gueulent dans les oreilles, quoi. Du coup, ça va, mon gars, on compatit. Et la faim devient également un sérieux problème. Donc concrètement, notre aventurier mange tout ce qu'il arrive à attraper. Ouistiti, tortues, poissons. Et même si c'est rarement suffisant pour être repu, il continue sa route jusqu'à arriver à sa prochaine étape. Le Dégrade Claude. Alors ce n'est pas un village, mais une sorte de ponton désert autour duquel sont bâties quelques cahutes abandonnées depuis longtemps. Et à ce stade, Raymond a fait un peu plus du quart de son voyage. Le plus dur reste devant lui. Paradoxalement, la faim et la fatigue le font délirer, mais dans ses notes, Raymond reste très lucide sur son état et sa situation. Parce qu'une chose ne change pas dans son esprit, il faut continuer. Et Bobby, comment il va? Ah oui, le chien, oui, tout à fait. Bah, ça roule pour lui, peut-être plus pour longtemps. Et oui, puisque le 1er janvier 1950, Raymond est au bout du rouleau. Il est sur le point de mourir de faim et il ne peut plus chasser car il est trop faible pour tenir correctement sa carabine. La mort dans l'âme, il se résout ainsi à tuer Bobby et à le manger. Oh non, pas Bobby! Si. Désolé, mais du coup, Bobby, il a fini en ragoût. Le plus terrible dans cette histoire, c'est qu'au lieu de reprendre des forces en mangeant à sa faim, Raymond ne va pas digérer la viande de son chien. Il sera même pris de terribles maux de ventre et de vomissements qui le rendront encore plus faible qu'il ne l'est. Et ainsi, une douzaine de jours plus tard, l'aventurier se résigne. Il va rebrousser chemin, la jungle a gagné. Mais retourner en arrière, le contraint à marcher à nouveau des kilomètres dans la forêt. Et sans nourriture, c'est la mort assurée. Il échafaude donc un plan pour s'en sortir au plus vite. Et il prévoit ainsi d'aller jusqu'à la rivière et se laisser porter jusqu'au village le plus proche, à 70 km de là. C'est quand même 2 fois la distance qui sépare la France de l'Angleterre, quoi. Autrement dit, c'est pas gagné. Surtout dans l'état dans lequel est notre cher explorateur. Et du coup, résigné, il laisse sur place son hamac, sa carabine et son carnet, tenu à jour jusqu'au dernier moment. Qui sait ? Peut-être que quelqu'un le trouvera. C'est du coup notre cas puisqu'on est en train de lire le bouquin actuellement. Et il place donc le reste de son matos dans son sac et il saute dans la rivière. Son voyage aura duré 2 mois et demi et à partir de là, personne ne sait ce qu'il est devenu. Mais comme vous l'avez deviné, l'aventure n'est pas terminée pour autant. Car quelques mois plus tard, un Indien trouvera le carnet de notre cher aventurier et le remettra aux autorités. La disparition officielle de Raymond Mauffret sera déclarée au mois de juillet 1950, 6 mois après son saut dans la rivière. Et c'est là donc du coup que nous revenons en métropole, à Toulon. Et le père de Raymond, Edgar, apprend la nouvelle de la disparition de son fils. Pour lui, il n'y a aucun doute, son Raymond n'est pas mort et il est déterminé à honorer la promesse qu'il lui a faite au moment de leur séparation. Il ira le chercher. Edgar, un comptable sans histoire, prend un congé sans solde, fait publier les notes de son fils, vend les bijoux de famille et fonde une association pour lever des fonds destinés à monter une expédition pour secourir Raymond. Bref, le gars il fait pas les choses à moitié et au total il n'y aura pas une expédition mais 18 pour retrouver Raymond. Et Edgar participera à chacune d'elles. Il sillonnera plus de 12 000 km, suivra la moindre piste, la moindre rumeur sur son fils. Et au cours de ses voyages, il montrera la photo de son Raymond dans des centaines de villages, parcourra d'innombrables cours d'eau en appelant son fils à chaque méandre. D'ailleurs, au passage, il rapportera une multitude de données au cours de ses voyages et, grâce à lui, on a appris d'ailleurs beaucoup de choses sur les tribus amazoniennes et même sur la jungle en elle-même. Alors si au début, tout le monde trouve la détermination d'Edgar impressionnante, plus les années passent, plus on le prend pour un fou. D'ailleurs, en 1964, Edgar se perd dans la jungle. Et quand les secours le retrouvent, il est presque mort, il ne pèse alors plus que 47 kilos. Et c'est ainsi qu'après 12 ans de recherche infructueuse, il accepte finalement de renoncer à retrouver son fils et il décide de rentrer à Toulon. Mais un dernier mystère plane sur Raymond et son père. Comme je vous l'avais dit, le carnet de Raymond a été publié. Vous pouvez d'ailleurs vous le procurer assez facilement, du coup c'est comme ça qu'on a bâti la vidéo. Cependant, d'après des rumeurs, certains passages seraient manquants. En fait, l'édition du carnet est basée sur une version des notes de Raymond revues par son père. On ne soupçonne pas Edgar d'avoir réécrit des passages, mais plutôt d'en avoir retiré certains, ceux qu'il jugeait peut-être trop personnels ou pouvant porter préjudice à son fils. Quoi qu'il en soit, les écrits originaux sont perdus. Et là-dessus, il y a 3 hypothèses les concernant. D'après la première, Edgar les aurait perdus lors d'une de ses expéditions. La deuxième, c'est la mère de Raymond, rendue folle par la perte de son fils, qui aurait fini par les détruire. Et enfin, la troisième hypothèse, laissant un peu plus d'espoir, ce serait que les carnets soient toujours à Toulon, à prendre la poussière quelque part dans un grenier. Mais du coup, Raymond est vraiment mort ? Eh bien, selon toute vraisemblance, oui. Mais il y a encore quelques années, certaines rumeurs circulaient dans la forêt amazonienne. Des Indiens auraient parlé d'un vieux blanc tirant des flèches à vue sur quiconque tenterait de l'approcher.
Quoi qu'il en soit, si l'histoire de Raymond et Edgar Moffret vous intéresse, allez faire un petit tour dans les sources. Bien sûr, vous pouvez lire l'édition du carnet de Raymond, ça s'appelle Aventure en Guyane. Le père a également écrit un livre sur ses multiples expéditions, ça s'appelle À la recherche de mon fils. Le gars était déter quoi. Et il y a aussi un film sur le sujet. Du coup voilà la Poiscaille, j'espère que cette histoire folle et mystérieuse vous aura intéressé. Sur ce, moi j'ai peut-être une affaire à régler avec les Indiens, donc je vais vous laisser sur ça. Et comme mot de fin, j'ai envie de dire, au final, qui est le véritable héros ? A plus. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et la Poiscaille, n'oubliez pas que si ça vous intéresse, il y a aussi un documentaire qui vous attend sur Poisson Fécond TV à propos d'un directeur de recherche qui a décidé lui aussi de s'enfoncer dans la jungle guyanaise. Il suffit de vous rendre sur Poisson Fécond TV. Je précise aussi qu'il y a plein d'autres documentaires. Sur ce, à très vite et ciao ciao.